Je remercie les organisateurs de me donner l'occasion de parler de ce qui est pour moi un aspect de connaissance qui doit encore faire son chemin dans les scientifiques et pour la prise de décision. Donc je trouve que c'est très pertinent aujourd'hui de pouvoir vous en parler. C'est la façon dont on se prépare aux événements extrêmes de demain. Et en quoi la méthode classique mainstream d'aujourd'hui présente des risques qui est, à mon sens, malheureusement inadapté. Je vais vous montrer à travers quelques exemples. Et ce n'est pas totalement décorrélé de la post-inondation, puisque la post-inondation, c'est quelque part une étape en chemin pour réviser, diagnostiquer et réviser finalement notre conduite qui est par essence itérative. Donc je parle ici d'expertise et non pas d'information de production scientifique, parce que l'expertise, c'est l'art d'extraire depuis la connaissance scientifique les informations utiles pour la décision. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement une démarche scientifique, mais c'est une démarche documentée, orientée vers la décision. Ce qui nous amène à voir la production scientifique d'une façon au regard de leur utilisabilité, et ce dont je vais discuter à présent. Je vous présente ici une image qui n'a pas beaucoup changé par rapport à il y a 6 ans. C'est donc le GIEC, enfin les travaux que le GIEC promeut sur l'évolution des précipitations. L'ensemble de la carte est assuré, ce qui signifie qu'il n'y a pas de tendance robuste ou significative statistiquement, c'est-à-dire que les modèles ne présentent pas de tendance vraiment confirmée suivant les scénarios et entre eux. Et en particulier, évidemment, très très peu de signal sur la France. Pourtant, et c'est le paradoxe, c'est qu'on voit des signaux, eux, un petit peu robustes, pas trop, mais on voit des signaux déjà sur les précipitations du changement climatique. Alors c'est la carte donc des observations passées. Et vous voyez aussi que il y a des croix partout, c'est-à-dire non significant. On voit des choses, mais voilà, on n'est pas sûr, c'est faible, il y a des fluctuations, les données sont manquantes, etc. Avec par-ci, par-là, quelques messages, quelques signaux plus robustes, mais vraiment très très peu. Mais quand on regarde dans le détail, est-ce qu'on peut s'en tenir à ça? En fait, sur les événements extrêmes, là je vous ai montré des grosses moyennes, et les modèles climatiques avec leur échelle de temps sont incapables de fournir des prévisions concernant des épisodes pluvieux. Pas encore aujourd'hui, pas à grande échelle. Mais dans les observations, on voit déjà, par exemple, dans le sud-est de la France, malheureusement bien connu pour ces épisodes très intenses et ces inondations même récentes, eh bien, on commence à observer des tendances et voir des tendances fortes. Et si, par exemple, aujourd'hui, quel que soit l'endroit, on a des précipitations à l'actuel qui seraient ici, on voit que depuis les dernières dizaines d'années, eh bien, on observe un accroissement de 20 à 40% sur une grosse proportion des bassins concernés. Et ça, c'est un signal qui, aujourd'hui, est robuste. Ce qui est très important ici, vous voyez le risque mathématique que l'on prenait tout au long du temps, en fonction des données disponibles, à dire qu'il y avait une tendance sur ces pluies extrêmes journalières. Donc, typiquement, dans les années 70, on courait un risque de 40 à 90% de se tromper en disant qu'il y avait une tendance. Et puis, les données s'accumulent, et à partir des années 90, il y a suffisamment d'historique et de tendances réalisées pour que ce risque de se tromper, finalement, s'effondre. Et on voit que en 2000, par exemple, mathématiquement, on a moins de 5% de chances de se tromper en disant qu'il y a une tendance. Alors, toute la question, c'est de savoir, quand on est ici, dans les années 90, est-ce qu'on a raison ou pas de dire qu'il risque d'avoir une tendance? Si vous prenez les modèles, ils vont vous dire non. Si vous prenez la statistique, ils vont vous dire non. Pourtant, un expert peut se dire quand même, là, j'ai une compréhension qui me dit que si, finalement, ça peut arriver, mais c'est l'avenir qui lui donnera raison. Et le temps que le signal devienne mathématiquement robuste, il s'est écoulé 10 ans, voire 20 ans, 30 ans. 10 années ou 20 années perdues pour la préparation, parce qu'entre-temps, évidemment, on a des expositions, des vulnérabilités qui augmentent. Ce qui veut dire que quand vous avez la communication, par exemple, du GIEC ou de modèles climatiques, qui, eux, ne vous diront rien tant que le risque n'est pas suffisamment faible, vous allez perdre cette information. L'information publiée robuste ne suffit pas pour vous faire une idée de ce qui peut arriver alors que ça a de l'importance. Alors, par ailleurs, en dehors de cette communication, les modèles climatiques, eux, ils n'ont pas toute la physique. Et bon, c'est normal, c'est la recherche. Donc, dans l'état actuel, il y a des grosses difficultés qui restent sur la modélisation physique, sur la microphysique des nuages, notamment la formation et la croissance des gouttes, singulièrement, à cause de chimie atmosphérique compliquée, qu'il y a des rétroactions importantes entre l'atmosphère et la surface continentale, que je ne vais pas vous détailler, mais qui sont là, qui sont encore difficiles à implémenter parce qu'on a du mal à les caractériser ou les décrire. Les interactions avec l'océan, avec des grosses questions de fond. Le Gulf Stream va-t-il ou pas ralentir? Alors, il est en train de ralentir, ça c'est sûr. Jusqu'où va-t-il ralentir? On ne sait pas. Les conséquences sur
le climat, la météorologie sont très très importantes, hein, notamment au Nord-Atlantique, les effets de la disparition de la banquise, etc. Ce sont des grosses incertitudes un peu de fond, quoi, sur l'évolution du climat, et qui sont dans les modèles que si on les met et qu'on est capable de les décrire, ce qui est aujourd'hui pas disponible dans les modèles couramment utilisés, ou pas fait parce que c'est trop compliqué, on ne sait pas comment ça marche vraiment. Alors, il y a des modèles zoomés qui sont plus précis, notamment sur l'Europe, l'Atlantique Nord. Ces modèles zoomés, en fait, ont besoin de conditions limites qui sont, elles, fixées par les modèles globaux. Donc, vous voyez que ça se mord un petit peu la queue. On fait des progrès, on peut décrire des événements peut-être rapides, mais on ne sait pas vraiment trop comment faire des forçages. Et au moment d'observation fine. Donc, ça, c'est ce qu'il ne faut pas attendre des modèles qui vous décrivent bien la physique, et notamment les événements extrêmes. Ensuite, l'autre aspect, c'est qu'avec le changement climatique, on va dans l'inconnu. Et dans certains scénarios, on a plus 2, plus 3, peut-être plus 5. La dernière fois qu'on a eu plus 1 degré, c'était au Pliocène, il y a 5 millions d'années. Donc autant vous dire que, de mémoire d'homme, on n'est pas vraiment capable ni de l'observer, ni vraiment en parler. Alors donc, du coup, quel est un modèle pour le décrire? C'est un vrai défi. Un paramètre important sur lequel il y a de plus en plus de travaux, c'est la combinaison d'événements mineurs ou moyens. Et en fait, le fait que des événements conjoints, par exemple une sécheresse et puis une précipitation ou des choses comme ça, ou plusieurs précipitations de suite, se succèdent ou arrivent en même temps, fait que la gravité totale peut être extrêmement importante. Avec l'élévation de température, on a aussi plus d'humidité possiblement contenue dans l'air pour chaque degré d'échauffement, et donc les pluies potentiellement sont plus chargées en eau. Hein, et ça peut évidemment augmenter non linéairement, puisque la température d'un épisode varie beaucoup plus vite que la température globale de la planète, hein, de plusieurs degrés, localement. Voilà. Une autre observation qu'on fait, que vous n'avez pas dans les mails, vous n'en avez pas aujourd'hui parce qu'on ne les y a pas mises, hein, c'est le fait que même s'il y a des grands types de météo atlantiques qui sont les mêmes, la variabilité au sein d'une même année est beaucoup plus importante. Vous pouvez avoir des changements beaucoup plus rapides au sein d'une même saison, d'un hiver ou d'un été par exemple, ou une répétition, alors qu'avant, c'était quand même un peu plus stable. Voilà. Ça, c'est pas quelque chose non plus dont les modèles vont vous rendre compte. Donc, ça veut dire que la période de retour des épisodes extrêmes est susceptible de changer, d'augmenter, en fait. Voilà. J'évoquerai aussi des épisodes donc, de nature nouvelle. C'est pas simplement des choses habituelles qui reviendraient plus souvent, mais des processus nouveaux que nous découvrons, donc a fortiori, qu'on ne peut pas avoir mis dans les modèles climatiques. Voilà. Donc, une des illustrations, c'est quelque chose que les modèles ne peuvent pas mettre en avant parce que ce n'est pas robuste comme résultat, mais qu'on observe déjà, c'est l'intensification des ouragans intenses. Je précise intenses, hein, ce sont ceux par exemple, de catégorie 3 et au-dessus. Alors, c'est encore un signal faible, mais on voit quand même qu'il y a 5% d'augmentation tous les 10 ans. Dans la catégorie 3, c'est des vents envoyés jusqu'à 170, 180 km/h. Un autre aspect aussi, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis, les cyclones, en fait, se déplacent plus lentement sur les continents. Ils ne sont pas forcément plus importants, on l'a vu qu'ils l'étaient, mais pour une importance égale, ils se déplacent plus lentement. Ce qui fait qu'ils restent plus longtemps sur le continent. Ça veut dire des pluies plus intenses et puis plus de dégâts pendant plus longtemps. Évidemment, donc il faut s'attendre à une exposition plus grande et plus intense. Même si on peut avoir même pluie, même vent, mais en fait, ça dure plus. Un autre aspect qu'on commence à vivre davantage aujourd'hui, quand même, ça fait une bonne dizaine d'années, hein, c'est l'augmentation de la grêle, non seulement la grêle, qui arrive plus souvent, mais aussi les grêlons sont plus gros. Et ça peut s'expliquer en fait par un effet du changement climatique, vu que comme l'air est plus chaud, eh ben, l'air monte plus haut et les grêlons ont plus de temps pour agréger de l'eau. Voilà, comme c'est expliqué ici. Et puis très récemment, donc l'an dernier, en fait, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des épisodes de grêle très importants. Donc je reviens sur ah oui, cet événement du 19 juin, hein, c'est pas le mois 60. Hein. Sur l'Europe et la France, il n'y a pas eu de gros épisodes épouvantables. Ce qui s'est passé, c'est que c'est la conjonction de deux épisodes finalement normaux. Un petit cyclone sur l'Atlantique, bon, il y en a tout le temps, il n'était pas très gros, il y en avait un. Et il y avait le jet stream qui était un peu plus puissant, puis venant du sud, enfin il était quand même assez intense celui-là. Et en fait, ça a créé les conditions en fait pour
des épisodes convectifs très intenses, et notamment la formation de trombes. Hein. Ça, c'est chez nous, hein, c'est en France, hein, ce que vous voyez, la trombe là. Une grêle extrêmement intense, des pluies intenses jusqu'à 65, 80 mm par heure. Et par exemple, bah, vous avez là l'église de Saint-Nicolas-Bourgueil qui, alors que rien n'était vraiment prévu forcément de très très dévastateur, a été quand même en grande partie détruite. Autre exemple, donc c'était la tempête Alex, donc qui a dévasté la Vésubie. Hein. Donc là, vous y avez un événement moyen quand même, hein, qui était la tempête Alex, explosive, donc quand même assez significative au nord-ouest de la France, mais en plus, une combinaison avec le jet stream descendant sur l'Espagne. Et c'est ça qui a, cette combinaison en fait, qui a amené donc des précipitations absolument phénoménales, vous voyez jusqu'à 500 mm sur la Vésubie. Un autre exemple qui pour l'instant ne nous touche pas aujourd'hui, mais qui reste plausible dans le changement climatique, c'est des choses, des éléments qu'on connaît mal, ou qui ne sont jamais arrivés et qui vont commencer à s'installer parce que finalement il y a plus d'énergie, donc plus de possibilités. Et notamment, ce sont des cyclones en fait, des cyclones qui sont formés dans la frange équatoriale. Hein. En général, ils restent là, ou alors ils remontent un petit peu et puis ils vont vers les Caraïbes. Mais non, là, ce sont des cyclones qui en fait se forment en partie équatoriale et qui sont remontés hein, sur l'Europe de l'Ouest. Donc vous avez 3 épisodes en 2019, il y en a à peu près, il y en a plusieurs maintenant par an hein, qui arrivent. Alors ils ne nous ont pas touchés, mais vous voyez qu'ils quand même, ils passent pas très loin, ils vont toucher certainement l'Angleterre et l'Espagne, et puis sans doute à terme, on ne sait pas, mais c'est pas impossible, les côtes atlantiques françaises. Voilà, c'est intéressant comme exemple parce que c'est quelque chose qui nous montre que il faut faire preuve d'imagination et de toute façon, il faut aussi savoir que la typologie d'événements qui vont nous embêter n'est pas encore complètement définie. Hein. Voilà, donc je passe sur les Médicaines, ces petits ouragans méditerranéens qui pourraient augmenter un petit peu. L'exemple singulier, c'est la pluie qui a eu lieu donc l'an dernier, en juin donc 2021, à Palaiseau, j'ai pu la mesurer et être présent. Alors, donc, sur le plateau de Saclay, il y a tout un système de prévention des pluies, de mesures, de situations de crise et de déclencheurs, etc. Et notamment, bah, les pluies de projet pour les pluies courtes sont sur 2 heures de 60 mm, par exemple. Voilà. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une pluie très très intense et très très courte. C'est-à-dire qu'elle a duré une grosse demi-heure à peine. Hein, et il y a eu 40 mm. Alors vous me direz, 35 minutes, 40 mm, bah là on est bon, là. On est même largement en dessous des 60 mm. Eh bien en fait, cette pluie a eu des effets vraiment dévastateurs. Ça a été une pluie d'éclairs. Pourquoi? Parce que les équipements dimensionnés pour une pluie de 2 heures, répartis sur 2 heures, n'étaient pas dimensionnés pour faire face à un afflux d'eau comme ça a été le cas, alors que le cumul, lui, correspond aux pluies de projet. Ce que nous dit cette pluie, c'est que eh ben, nous sommes face à une typologie de pluie nouvelle qui défie notre organisation de seuil de crise, et notamment le dimensionnement des ouvrages, mais aussi la vulnérabilité. Et un autre effet, c'est qui n'était pas prévu avant et qu'on commence à observer, c'est par exemple, vous avez des pluies longues de 12 heures, donc une pluie assez intense, 93 mm sur 12 heures, qui fait l'hypothèse que la pluie longue arrive seule. Et alors, qu'est-ce qui se passe si ça arrive d'une journée à l'autre? Eh bien, c'est pas du tout pareil, les dispositifs sont déjà saturés, donc la deuxième est beaucoup plus grave. Et cette succession, en fait, qui est arrivée, est susceptible d'arriver plus souvent. Donc là, en gros, ce que ça signifie, c'est qu'il va falloir repenser complètement tous ces systèmes de protection. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la logique de ces pluies basées soit sur le passé, soit sur un fonctionnement normal, donc exactement ce qu'on obtient par exemple depuis les modèles climatiques, ne nous permet pas vraiment de nous préparer à la réalité des événements intenses qui nous font face. Donc, moralité, quand on utilise ce système mainstream, eh bien, nous avons des risques de maladaptation. Donc, par exemple, par sous-dimensionnement d'ouvrages, ou alors on surinvestit sur certains ouvrages pensant qu'ils seront efficaces et se révèlent inefficaces, ou alors même sur des stratégies, hein, miser sur la protection plutôt que sur le retrait stratégique. Peut-être qu'il faut miser tout de suite sur le retrait stratégique, ou pas d'ailleurs, hein, en fait. Hein. Voilà, donc ça donne une illusion de sécurité, et cette illusion de sécurité, évidemment, tout à fait dangereuse. Alors, elle peut nous mettre en retard pour la mise en œuvre d'actions adaptées. Voilà. Donc, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que la vulnérabilité, qui est en fait le croisement d'enjeux en place et d'exposition à cause du changement climatique sur cette place-là,
Cette vulnérabilité, en fait, dépend étroitement de l'enjeu et de l'exposition. Ça veut dire que quand on pense à une protection, à l'estimation de vulnérabilité, il faut le faire pour un enjeu donné, une activité industrielle, des zones résidentielles, quelque chose de précis, qui a ses critères de vulnérabilité. Et l'exposition, on va l'explorer en fonction de ces enjeux. Parce que parfois, c'est un cumul, parfois, c'est une influx instantané, parfois, c'est un débit, parfois, c'est la température, ou ça dépend de la saison. Donc, tout ça est extrêmement variable. Et cette exploration de l'exposition doit se faire en fait de manière robuste, c'est-à-dire en explorant tout ce qui est plausible et pas simplement en supposant un fonctionnement moyen du climat ou des sorties de modèles classiques avec une moyenne, un écart type et tout, quelque chose de gentil. Alors, l'après-inondation, puisque c'est ce qui arrive, hein, il y a un moment où de toute façon il y a une défaillance ou alors un dépassement normal, puisque tous les dispositifs font face à une période de retour, à un choix qu'on a fait avant, donc ça veut dire qu'on a forcément choisi que ce serait dépassé à un moment donné. Voilà, donc ça arrive. Et cette après-inondation, c'est vraiment l'occasion de rediscuter. Comme c'était frais, ça a été dit par Denis Coeur, on est dans un contexte très particulier, et il faut capitaliser là-dessus, et notamment sur l'aversion au risque, quand on a vu ce que c'était, pour voir comment on peut à la fois protéger, mais aussi diminuer la vulnérabilité. En reconstruisant ailleurs, sans refaire l'identique nécessairement, on peut protéger, mais ça suppose aussi de surveiller, d'avoir une connaissance de ce qui se passe, d'avoir en place un système d'alerte efficace et un système de gestion de crise aussi. Et il faut aussi accepter la défaillance, c'est-à-dire que tout système de protection est voué à échouer à un moment ou à un autre. Donc ça veut dire qu'il faut aussi arriver à avoir un fonctionnement malgré la défaillance, à travers donc un bâti inondable par exemple, et s'assurer toujours qu'on a des fonctionnalités minimales qui seront en place. La résilience sociale et économique est indispensable, puisque c'est cette force qui nous permet de nous reconstruire après les événements. Et dans la mesure où une défaillance va arriver, la résilience, c'est vraiment la force de nos sociétés pour faire face aux événements. Également, l'après-inondation, c'est le moment rêvé pour faire le tour des zones de vulnérabilité non anticipées. Donc, c'est un moment capital, et quand il est bien fait, on peut énormément apprendre pour comprendre la typologie du risque et de l'exposition. Voilà, j'ai fini, je vous remercie. Je vous présente une mission sur pilotis à gauche, et puis en bas, c'est la ville de New York avec donc le nouveau tracé pour se protéger de la montée du niveau marin à un niveau de 2,50 m, c'est-à-dire complètement au-dessus de ce que prédit les modèles et ce que préconise le GIEC. Voilà, je vous remercie.